Bonjour les amis, nous sommes le 14 octobre 2020 et j'ai la chance d'être en compagnie d'un grand homme, d'un grand sage qui a passé presque un siècle puisqu'il a eu 99 ans le 8 juillet 2020 de cette année. Alors Edgar, moi je me pose des questions sur le sens de la vie aujourd'hui parce que toi qui as vu un siècle passer, on s'aperçoit qu'il y a eu tellement d'évolutions techniques, matérielles, mais j'ai l'impression que notre humanité s'est perdue dans ce matériel. Et j'aimerais que tu me donnes ton sentiment par rapport au sens que peut avoir dans notre vie. Quel sens peut-on y mettre aujourd'hui avec cet épisode Covid où on ne peut plus s'appuyer ni sur nos politiques, ni sur nos scientifiques, que nos smartphones et toute cette intelligence artificielle nous occupent l'esprit, mais on se perd là-dedans. Oui. Alors, il faut d'abord penser que le sens de la vie nous est caché. Évidemment, on vit, on veut continuer à vivre, on se reproduit, nous sommes pris par des forces de vie, mais quel est le sens? Pourquoi vivre? C'est ça la question. Or, moi, devant la possibilité de répondre à cette question, je dis le sens de la vie, c'est celui que nous donnons à la vie. Alors c'est à nous de donner un sens à notre vie. Et là, alors, les choses s'éclairent. Si je ressens mes propres aspirations, le sens de la vie, c'est un peu de réaliser mes propres potentialités, mes propres souhaits. Et si je veux écrire, réaliser le livre que je veux faire. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi le sens de la vie, c'est de vivre en communion avec autrui, dans des rapports d'amour, d'amitié, de fraternité. Le sens de la vie que nous pouvons lui donner, c'est aussi de développer ce que moi j'appelle la qualité poétique de la vie, c'est-à-dire qui s'oppose à la prose. La prose de la vie sont des choses qu'on doit faire par obligation, pour gagner sa croûte, pour survivre, si vous voulez. Mais la poésie de la vie, c'est partout où vous avez un émerveillement, une communion. Vous pouvez l'avoir déjà devant un beau paysage, comme nous l'avons devant la Méditerranée, mais vous pouvez l'avoir un visage aimé, vous pouvez l'avoir aussi dans un match de football, dans quelque chose, devant une œuvre d'art, devant un chef-d'œuvre de musique, devant une communion pour une cause juste. Donc, si vous voulez, pour moi, je ne me pose pas le problème du sens à partir du moment où je crois avoir essayé de donner un sens à ma vie. Mais là-dessus, nous sommes poussés par une machine, une civilisation qui pense, qui est très intéressante, parce que cette civilisation, à un moment donné, a fait comme si le vrai sens de nos vies était de jouir des techniques et des bien-être matériels. Et là, il est évident que c'est agréable de jouir des techniques à condition de ne pas être asservi par elles, parce que souvent, nous sommes prisonniers. Par exemple, la voiture, qui est une jouissance, mais tellement de gens sont prisonniers de leur voiture, de leur addiction à leur voiture. Et l'avenir qu'on nous promet est quand même un avenir bouché, puisque la planète commence à être... on a détruit énormément de biodiversité, le climat se dérègle, tout se dérègle. Et je suis d'accord pour, quand on est devant un paysage, c'est merveilleux, mais ces paysages existeront-ils dans l'avenir? On a vu l'épisode à Nice de maisons qui s'écroulent. Mais vous savez, nous vivons une époque particulière d'incertitude qui est provoquée pas seulement par un virus, mais pour la crise en chaîne que ça a suscité dans nos personnes, dans nos sociétés, dans le monde.
nous avons un avenir incertain. Nous avons la crise d'issue de la pandémie. Elle vient après une autre crise qui est restée invisible, c'est la crise de la planète, la crise de la biosphère, qui n'est pas seulement celle de la biodiversité, mais qui nous empoisonne, nous, avec les territoires dégradés par l'agriculture industrielle, nos villes polluées, etc. Donc le problème de la biosphère, c'est notre problème, et en même temps, c'est celui de cette terre dont nous faisons partie. L'avenir est incertain, puisque nous voyons que rien n'est fait d'important pour arrêter cette tendance catastrophique. Et nous voyons aussi par ailleurs que après cette crise dont un aspect responsable est ce qu'on peut appeler la domination, la toute-puissance de l'argent à travers la théorie dite de libéralisme économique qui consiste à supprimer tous les services publics pour les commercialiser et ne garder de l'État que son côté de gendarme, cette côté qui consiste à privatiser, à donner l'importance à l'argent, qui a démuni nos hôpitaux, cette politique mondiale qui a provoqué des colères malheureusement impuissantes partout. Nous sommes dedans et nous n'en sommes pas sortis, bien que beaucoup d'entre nous souhaitent qu'on en sorte. Nous sommes devant un avenir incertain. Donc, si vous voulez, si la crise mondiale que nous vivons est tout à fait nouvelle, justement par cet aspect, il ne faut pas oublier que moi je suis de ceux qui ont vécu une guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. 2 guerres. Qui a touché pratiquement tout le monde et qui a fait des ravages épouvantables et dont on croyait s'en être sorti, mais qui après a eu des répercussions aussi négatives. Donc, si vous voulez, la vie de l'humanité, de la société humaine est faite d'alternance de périodes d'apaisement et de périodes d'aggravation. C'est une lutte permanente, si vous voulez, entre les forces régressives, les forces négatives, les forces d'oppression, les forces de mort, et d'autre part les forces de solidarité, d'union et de fraternité. C'est ce fameux combat d'Eros contre Thanatos, qui ne cessera jamais. Et moi je prends le parti d'Eros, les forces d'union, de fraternité, mais sans savoir. Mais quand j'ai pris ce parti pendant la guerre, j'étais pas du tout sûr qu'on allait gagner. Je veux dire que vivre dans l'incertitude, tout, aussi bien nos politiques que notre culture, nous masquait ceci. Elle voulait nous donner des certitudes. On nous disait, voilà ce que sera en 2025 la scolarité, voilà ce que sera l'économie en 2030. On voulait, comme si le futur était déjà inscrit. On vivait dans le présent et dans un futur imaginaire. Ça s'est écroulé. Moi, je pense que c'est sain. Il faut... Vous savez, l'humanité a toujours vécu dans l'incertitude. Et aujourd'hui, elle est plus grande que jamais. On a vécu... Et c'est cette incertitude qu'il faut affronter. On a vécu dans des incertitudes, mais quelque part, les religions, les rituels, on avait quand même des choses qui nous permettaient un petit peu d'avoir quelques certitudes pour continuer à vivre. Parce que si on est dans l'incertitude permanente... Oui, mais écoutez, est-ce que ces certitudes étaient certaines? Bien sûr que non. Ça aussi, et tout ça est remis en question aujourd'hui. Si on peut dire aux gens, croyez, mais c'est difficile de croire qu'on a... Et tout est remis en question aujourd'hui. Et on a vu que quand Notre-Dame, le 15 avril ou 14 avril 2019, a flambé, ça a été un choc planétaire. Parce que c'était un petit peu, comment dire... le modèle, un modèle de société qui flambait. Et il faut qu'on invente autre chose aujourd'hui sur lequel s'appuyer. Parce que... Mais vous savez, les gens vivaient sans se soucier de Notre-Dame. Et c'est quand elle a flambé qu'on s'est rendu compte à quel point elle faisait partie, pas seulement d'un patrimoine national ou universel, mais même de notre patrimoine moral à nous. Moi, bon, les croyances...
elles ont suscité beaucoup de fanatisme et encore aujourd'hui, vous voyez que oui. partout où elles reprennent de la virulence, que ce soit chez les évangélistes américains ou chez certains islamistes, elles conduisent à une fermeture fanatique. La croyance en Staline a conduit, comme la croyance à Hitler, à des massacres épouvantables. C'est ça qui est terrible, on est manipulable. Moi je pense que l'important n'est pas aujourd'hui de dire « Ah ben voilà, quand on a une petite croyance, on est tranquille ». Non, Le justement. problème est d'assumer la condition humaine, qui est une condition incertaine, qui commence à ma naissance, où je ne sais pas ce qui va arriver de ma vie, où je ne sais pas si je suis sûr de mourir, mais quand sera ma mort, où je ne sais encore rien. Ma vie, toute vie est une aventure qui arrive avec des événements, des accidents heureux ou malheureux. Nous, il faut donc être des êtres qui vivons. La vie, c'est ça, la vie animale, c'est ça. C'est une vie incertaine. Les mouettes, tous les jours, elles cherchent leur pitance dans la Méditerranée. Heureusement, elles trouvent des petits poissons, mais si elles ne les trouvaient pas, elles crèveraient. Nous sommes ça, nous sommes... Oui, mais dans cette situation, le remède, c'est la solidarité, voilà, c'est la fraternité. C'est ce que je voulais entendre. Voilà. C'est être avec les autres, être solidaire et s'aimer les uns les autres. C'est la seule chose qu'on puisse développer chez nous. D'accord. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la génération qui vient pour vivre cette humanité de façon pacifique? Je leur dirais, vous savez, vous êtes dans un monde précaire et votre situation à elle-même est précaire. Mais là aussi, nous avons connu des moments de précarité, ne serait-ce que de sous tout temps. Et là-dessus, nous en sommes sortis par la volonté et le courage, ceux qui ont fait de la résistance. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas faire la même chose, ce type de résistance, mais vous-même, essayez de réaliser votre vie, essayez de trouver dans les solidarités des moyens aussi de tenir le coup. Là aussi, je vous dirais deux choses. Essayez de vivre poétiquement, essayez de vivre aussi dans les communions, dans les amours, dans les amitiés. Essayez ne fuyez pas la vie, vivez-la pleinement, avec des dangers que ça peut comporter, mais je pense que toute vie comporte des dangers. Mais tu as une vitalité incroyable, est-ce que tu peux nous donner tes secrets? Je n'ai pas de secret. Je continue à avoir mes propres passions, mes propres sentiments. Je vis selon, je crois, mes idées, c'est-à-dire je vis dans la communion, je vis dans l'amour avec une personne qui n'est pas loin d'ici et qui s'appelle Saba. Ce que je me suis donné comme mission d'éclairer un peu sur les grands problèmes de l'humanité à travers mes travaux, à travers mes écrits, je continue à le faire, je continue à être vigilant. Remarquez, ça contribue à me démolir parce que pour moi, la période du confinement n'a pas été une période de repos, j'ai été une période d'agitation où j'écrivais, je répondais, je communiquais, je skypais, etc. Et j'ai même fait un petit livre avec Saba. Et tout ça, ça m'a crevé. Donc, si vous voulez aussi, ma vitalité... Mais heureusement que Saba te fait bien la cuisine. Oui, mais grâce à vous, Marion, elle a suivi vos conseils. Et grâce aussi aux vitaliseurs, j'ai de la nourriture extrêmement saine. Merci Edgar, merci Saba. Vraiment, j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine pour tes 100 ans. Oh, on est en train d'organiser, il ne faut rien dire, mais... Et le bruit de fond que vous entendiez, parce qu'on est au bord de la mer, ils sont dans un endroit paradisiaque, Corniche Michel Pacha à la Seine-sur-Mer. Et j'invite tout le monde à redécouvrir la France, à redécouvrir cette Méditerranée peu connue. Et je vous dis à très bientôt et j'espère vous avoir redonné la pêche à travers cette interview. Bye bye.